Et avant de vous présenter nos invités du soir, on fait un tour complet de l'information. Cette disparition inquiétante, pour commencer à Bordeaux, Noélia, 17 ans, a disparu depuis le 23 juillet dernier aux alentours de 17 h. Depuis, ses proches n'ont aucune nouvelle. Un appel à témoins a donc été diffusé par la police de Gironde et le parquet a ouvert une enquête. Les prisons françaises se remplissent chaque jour un peu plus. La surpopulation carcérale atteint un nouveau record en juillet. 84 951 personnes incarcérées pour 62 509 places opérationnelles. 29 établissements dépassent désormais les 200% d'occupation. Enfin, pour terminer, la France largue de l'aide humanitaire à Gaza, 40 tonnes de vivres et de produits de première nécessité. Emmanuel Macron remercie les partenaires jordaniens, émiriens et allemands pour leur appui. Il demande également à Israël de permettre un plein accès humanitaire pour répondre au risque de famine. Présentation de l'équipe qui m'entoure ce soir. Sabrina Bedjaber, essayiste, sociologue. Bonsoir Sabrina. Bonsoir cher Thierry. Ravi de vous retrouver. Joseph Touvenel, éditorialiste politique. Bonsoir Joseph. Frédéric Lowe, secrétaire général CPN Police. Bonsoir mon cher Frédéric. Alain Bensoussan, avocat. Bonsoir, soyez le bienvenu. Régine Delfour, grand reporter au sein de la rédaction de CNews. Bonsoir Régine. Bonsoir Beaucoup d'informations. On va commencer avec vous dans quelques instants et j'accueille toujours avec beaucoup de plaisir Muriel Wakin Melki, avocate et présidente de l'organisation juive européenne. Bonsoir Muriel. Bonsoir cher Thierry. On va donc commencer avec vous Régine Delfour et avec vous également Muriel Wakin Melki. On a décidé de commencer notre émission avec cette affaire Vueling. Et oui, on a été un des premiers médias à en parler, car on peut parler d'affaires aujourd'hui. Il s'agit d'une véritable affaire. C'est cette colonie de Français, je vous le disais, d'ados français expulsés manu militari d'un avion parce que juifs. Oui, parce que juifs. Cela s'est passé, je vous le rappelle, à Valence, en Espagne, mercredi dernier. Personne, on a vu les images, personne n'a oublié ces images très violentes de la Guardia espagnole en train de clouer au sol cette monitrice de 21 ans. 22 ans très précisément. Et les réactions ont été tardives, c'est au moins qu'on puisse dire. Mais on va revenir d'abord avec cette rencontre que vous avez pu faire. Régine, c'était cet après-midi, vous avez pu rencontrer avec l'intermédiaire de Muriel cette monitrice. Racontez-nous. En fait, oui, grâce à Muriel, on a pu recueillir le témoignage donc, de la directrice de la colonie, qui a 22 ans, je vous rappelle, c'est quand même un âge très jeune. Et donc, elle nous a confié, elle donne enfin sa version des faits, puisqu'on n'avait que la version des faits de certains enfants, mais surtout d'Ouéline. On a eu quand même celle d'un passager, Damien, qui était très, très importante. Et donc, on attendait le témoignage de cette directrice de colonie pour, évidemment, son anonymat sera conservé. On ne donnera pas ni son nom, ni vous ne verrez pas son visage. Et vous allez entendre, avec 4 passages, en fait, le récit un peu de ce qui s'est passé. Dans le premier passage, elle va vous expliquer que dès le départ, ils ont senti qu'ils n'étaient pas les bienvenus à bord de l'avion. On arrive au port d'embarquement avec le groupe. On rentre calmement dans l'avion. Les enfants sont relativement calmes. Ils disent d'ailleurs bonjour au personnel de bord qui ne répondent pas. Donc dès le début, l'ambiance était un peu bizarre, on va dire. On s'installe. On n'était ni les premiers ni les derniers à rentrer dans l'avion, donc tout le monde s'installait un peu en même temps. Et à un moment, durant l'installation, il y a un enfant du coup qui écrit un mot en hébreu. De là, le steward intervient directement. Et on va dire qu'il a fait un peu peur à tout le monde quand même, parce que son intervention a été assez violente verbalement. Il a crié. Il y a un enfant à un moment qui s'est levé pour récupérer quelque chose dans son sac. L'avion était à l'arrêt. Le steward est passé, l'a poussé. Et il était debout, il s'est retrouvé assis, sans aucune raison. Il a poussé volontairement. Donc dès le début, on a senti une forme d'agressivité de la part de tout l'équipage. Pour nous, c'est de l'antisémitisme. À partir du moment où un gros groupe qui arrive avec des signes significatifs, que ce soit des kippotes, que ce soit des Magen David autour du cou, nos bagages qui sont étiquetés avec l'étiquette du club Kinneret, qui comporte une étoile à 6 branches. Donc témoignage exclusif ce soir sur CNews et sur Europe 1 de cette directrice de la colonie. Autre extrait. Donc vous l'entendez, elle dit, même les enfants disent bonjour à l'équipage. Il n'y a pas un retour, il n'y a pas un bonjour, il y a une sorte d'agressivité, de défiance de la part de tout le personnel. Ensuite, il y a ce passage où elle dit qu'en fait, c'est le pilote, donc le fameux pilote, qui a appelé la Guardia Civile. Parce qu'en fait, dans les faits, il y a un mot
Elle vous le dira, il y a un mot qui a été prononcé. Tout de suite, les enfants en hébreu se sont calmés. Et ils ont interrompu à 2 reprises les consignes de sécurité. Et ils avaient déjà appelé la Guardia Civile, c'est le pilote qui l'avait demandé. Et la Guardia Civile est arrivée assez rapidement. On écoute. Et la Guardia Civile me répond en me disant que c'est les ordres du pilote, que voilà, eux, ils font leur travail, que le pilote les a avertis qu'il y avait un danger à bord et qu'il fallait évacuer ce danger. Donc à ce moment-là, je ne comprends pas, je demande encore pourquoi et je demande à voir le pilote, que je n'ai jamais vu. Il n'est pas sorti une seule fois de sa cabine. Et après ça, on me demande à moi seule de sortir de l'avion avec ma carte d'embarquement, donc je sors de l'avion. Et 1 ou 2 minutes après, je vois tous les enfants passer devant moi et sortir de l'avion avec les animateurs. À ce moment-là, je rentre dans l'avion, je demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde sort. Et les animateurs m'ont clairement dit que voilà, il n'y avait plus rien à faire, qu'on leur a demandé de sortir. Apparemment, la Guardia Civile aurait crié sur eux, enfin, leur aurait dit de sortir d'une façon assez agressive. Je me retrouve dans la passerelle, donc devant les portes de l'avion, avec tous les enfants en rang en face de moi et la Guardia Civile juste à côté de moi. Et c'est à ce moment-là que la Guardia Civile a demandé à ce que tous les enfants sortent leur téléphone pour qu'ils puissent supprimer les vidéos qu'ils auraient prises dans l'avion. Ça, c'est important. Oui, c'est important. Et on l'a dit dès le départ, hein, Maëlle, souvenez-vous, et notamment dans le 2e communiqué de Vueling, hein, où on voit bien qu'ils font un gros focus sur le pilote, inventant les mérites de ce pilote exceptionnel, etc., etc. Et on sait très bien que le seul maître à bord dans un avion, c'est le pilote. Je vous laisse continuer, Régine. Oui, et il ne voulait surtout pas qu'il puisse y avoir des vidéos qui circulent, parce que, honnêtement, s'il y avait eu vraiment beaucoup de bazar par ces enfants, comme c'est décrit, je pense que toutes les vidéos auraient circulé sur les réseaux sociaux, ce qu'on n'a toujours pas vu à l'heure actuelle. Et donc, ils ont voulu récupérer ces vidéos. Et donc la directrice de la colonie s'est opposée en disant vous n'avez pas le droit, ce sont des mineurs, vous n'avez pas le droit de prendre leur téléphone portable. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette interpellation qu'on voit d'une violence extrême et qu'elle va vous raconter. Et à ce moment-là, un membre de la Guardia Civile a voulu m'intimider, je pense, en me montrant son arme, ses menottes, etc. Je suis restée sur ma position, sur le fait que personne n'allait donner son téléphone. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'un membre de la Guardia Civile m'a poussée en arrière, je suis tombée, après il m'a retournée. Il m'a mis les menottes d'une façon assez brutale, assez violente. En plus de ça, il faut savoir que je suis asthmatique, que quand j'étais au sol, quand il m'a plaqué au sol, il avait un genou sur moi qui m'empêchait de respirer. C'est pour ça que sur la vidéo, on a l'impression que je me débat, mais en fait, j'essayais juste de libérer ma cage thoracique pour pouvoir respirer. Après ça, une fois au sol, je continuais à hurler de douleur. Et j'ai commencé à le supplier, on va dire, à dire por favor, pour qu'il comprenne que j'ai mal. Et à ce moment-là, il s'est complètement moqué de moi, en me disant en espagnol, maintenant tu dis por favor. C'est maintenant que tu dis por favor. C'était une scène très violente, tout s'est passé très vite. Mais du coup, après ça, il y a un autre membre de la Guardia Civile qui est rentré dans cette pièce. Et je ne sais de quelle façon, on m'a enlevé les menottes. Muriel Joaquin Melki, ce témoignage est terrible. On écoutera après la pub un dernier extrait avec vous, Régine. Mais quand on voit le communiqué de Vueling, il y a vraiment 2 versions, quoi. Et là, c'est le témoignage in situ. Hein. C'est lamentable. C'est lamentable parce que je peux comprendre, je peux envisager que Vueling cherche dans un premier temps à masquer ses responsabilités, mais très rapidement, les informations sont arrivées. Elle n'en rajoute pas, cette jeune femme. Hein. Non. Vous l'entendez parler, elle parle très neutre. C'est comme les enfants qui ont témoigné, ils n'en rajoutent pas. Ils ne sont pas venus inventer des injures qu'on aurait pu proférer à leur encontre. Ils auraient pu rajouter des choses. Ce n'est pas le cas. Leurs témoignages sont tous concordants. Son témoignage est constant. Moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises et elle a été particulièrement constante dans sa manière de décrire les faits. Et puis, il y a cette vidéo. Il y a cette vidéo qui dit les choses. Donc, Vueling aurait dû, à mon sens, immédiatement stopper toute communication au lieu d'enchaîner communiqué sur communiqué et de s'enferrer dans des mensonges qui ont évolué au fur et à mesure des versions qui nous ont été proposées. Au lieu de ça, on est dans un système de surenchère dans l'invention et dans la narration des éléments qui pourtant sont très clairs, qu'elle décrit très clairement, et la vidéo, encore une fois, est à l'appui. Et puis nous avons, nous aussi, comme cette vidéo-là, nous avons pu la récupérer, nous avons maintenant, nous aussi, récupéré d'autres vidéos. Et donc, les autres vidéos que nous avons concordent en tout point avec ce qui est expliqué et par les enfants et par la jeune monitrice.
Donc oui, je trouve que c'est absolument scandaleux la manière dont c'est passé, la manière dont c'est géré encore aujourd'hui. Fort heureusement, Aurore Berger, la ministre, et le ministre Benjamin Haddad ont été très clairs dans leur prise de position. Et fort heureusement, le message est passé aussi au gouvernement espagnol. Donc maintenant, nous attendons un retour. Nous avons attendu avant de faire témoigner cette jeune femme. Nous avons attendu pour qu'elle puisse reprendre ses esprits parce qu'elle a été extrêmement perturbée, je crois qu'elle va le dire par la suite. Vraiment, et elle l'est encore aujourd'hui. Et maintenant qu'elle arrive à avoir un petit peu de distance et qu'elle a réussi, non sans difficulté, à s'exprimer avec Régine, qui pourtant l'a fait avec beaucoup de professionnalisme, mais c'était dur pour elle de parler, on va pouvoir prospérer dans la procédure que nous allons intenter inéluctablement. Parce que Vueling n'a pas été en mesure de s'excuser. Si Vueling s'était rapproché de nous et si Vueling avait fait une démarche d'excuse, de reconnaissance en disant nous avons fait une erreur et nous avons donné de mauvaises informations à la Guardia Civile qui n'intervient qu'en cas de danger avéré. Il faut m'expliquer en quoi une jeune fille de ce gabarit, elle fait moins de 60 kilos, elle mesure 1,65 m, elle est toute fluette et vous la voyez au sol face à 2 gardes qui lui mettent 2 têtes de plus, en quoi cette jeune fille était un danger et en quoi les enfants présents dans cet avion représentaient un danger pour la sécurité. On est aujourd'hui totalement convaincus qu'il n'y a pas eu d'utilisation des masques à oxygène. Dans la dernière version, Vueling a essayé de soutenir que les masques à oxygène auraient été placés dans des coffres qui seraient accessibles au public. On sait que ce n'est absolument pas possible. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un masque à oxygène si celui-ci n'est pas relié à une arrivée d'oxygène. Donc on sait encore une fois que Vueling continue à s'enferrer dans des narratifs qui sont véritablement mal construits, déjà, je tiens à le dire, et puis totalement fictifs. Voilà. On va marquer une pause, Régine, si vous voulez bien. Oui. Je crois que Muriel, cette directrice de colonie, a vu un médecin après cette intervention. Bien sûr. Elle a vu un médecin qui était rattaché aux UMJ de Créteil, donc aux unités médico-judiciaires de Créteil, donc qui sait faire et qui lui a délivré une ITT provisoire de 15 jours d'arrêt de travail, ce qui est énorme. C'est énorme. En matière pénale, c'est beaucoup, c'est un critère important aussi et c'est justifié. Elle a des bleus très importants sur les poignets que j'ai pu constater, nous avons les photos, et elle a des bleus sur les jambes et sur le corps, ce qui témoigne de la violence avec laquelle elle a été arrêtée de manière arbitraire. Je vous propose de marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants sur CNews et sur Europe 1 avec ces éléments nouveaux, en exclusivité. Grâce à vous, Muriel Wakin-Melki, et grâce à vous, Régine Delfour, on écoutera à nouveau un autre témoignage de la directrice de cette colonie. Les choses avancent, les choses avancent et... je ne sais pas comment Vueling va pouvoir se défendre après ces témoignages. Mais restez avec nous, on va tout vous raconter sur Europe 1 et sur CNews en exclusivité. À tout de suite. Merci de nous accueillir sur CNews et sur Europe 1. Je vous présente l'équipe qui m'entoure ce soir. Sabrina Medjamer, Joseph Touvenel, Frédéric Lose, Alain Bensoussan, Régine Delfour et Muriel Wakin-Melki avec cette information exclusive sur CNews et sur Europe 1. Les rebondissements de l'affaire Vueling avec le témoignage exclusif recueilli par Régine Delfour, grand reporter au sein de notre rédaction par l'intermédiaire de Muriel Wakin-Melki, avocate et présidente de l'organisation juive européenne. Le témoignage de la directrice de cette colonie de vacances. Régine. Alors le dernier extrait que nous allons entendre, c'est comment elle se sent. Une dizaine de jours après, Muriel vous l'a dit, elle a eu 15 jours d'ITT. Cette interview, elle a été très dure pour elle en fait. J'imagine. C'est quelque chose au niveau émotionnel très 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 dense et ça a été. Je sentais sa détresse. Elle avait évidemment besoin de parler et d'expliquer à tout le monde ce qui s'est passé, mais c'est toujours prégnant. Et elle a d'ailleurs du mal encore à dormir. Elle vit au jour le jour et vous allez l'entendre. Écoutez, aujourd'hui, 10 jours après les faits, ça reste encore compliqué. Aujourd'hui, je suis toujours dans l'incompréhension de ce qui s'est passé. Actuellement, physiquement, j'ai subi des violences, donc j'en garde des séquelles, on va dire. J'ai des bleus, que ce soit au niveau des poignets, au niveau des jambes. J'ai toujours mal aux épaules, à la cheville droite également. Après, psychologiquement, c'est compliqué aussi. Parce que déjà, pour commencer, je suis asthmatique. J'ai de l'asthme chronique, donc ça m'a déclenché énormément de crises d'asthme tous les jours. De crises d'angoisse, j'ai du mal à dormir. Pour l'instant, je suis encore sous le choc, les enfants aussi. Et ma préoccupation aussi, c'est ce qui se passe dans la tête des enfants qui ont vu tout ça.
Moi, personnellement, voilà, comme je vous ai dit, je suis sous le choc, mais comment j'appréhende l'année, je sais pas encore. J'espère que ça ira. De quelle façon, je ne sais pas. Mais j'espère que ça ira et que ça sera réglé rapidement et que Vueling assumera ses torts très rapidement aussi. Bien, Joaquin Melki, c'est terrible hein, ce témoignage. On la sent marquée, comme le disait Régine Delfour, et on le serait à moins, évidemment. Et les interrogations, les questions qu'elle pose. Elle pose les questions justes. Moi, je tiens à préciser une chose. C'est une jeune fille de tout juste 22 ans. C'est une étudiante brillante. Elle est étudiante en 4e année de dentaire. Donc, ça veut dire qu'elle a réussi son parcours brillamment, sans jamais redoubler, en traçant sa route et en faisant des études qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, on le sait. Ce sont des études qui sont pas faciles. Donc elle a la tête sur les épaules. C'est une jeune fille, une jeune femme qui a la tête sur les épaules, qui sait où elle veut aller. J'observe aussi qu'elle a eu un comportement extrêmement protecteur vis-à-vis des enfants. Elle l'a dit à Régine, ça ne figure pas dans votre extrait, mais à un moment donné, quand les gardes vont finir par la relâcher, ils vont la faire passer par la salle de bain parce qu'elle veut se laver le visage pour ne pas que les enfants voient à quel point elle a pleuré, à quel point elle est en mauvais état, pour pouvoir envoyer une image solide et pour pouvoir mener sa mission d'accompagner ses enfants à terme, ce qu'elle va faire. Les enfants vont tous rentrer sains et saufs. Ça ne va pas être simple. Il va falloir les héberger, il va falloir trouver un hébergement, les nourrir, une journée supplémentaire, alors que ce n'est pas prévu. Cette jeune femme a été capable de cela, avec ce qu'elle a vécu. Alors évidemment, elle se pose des questions, et c'est ça qui l'empêche de dormir. Elle ne comprend pas pourquoi autant de violence. Et elle ne comprend pas comment, à un moment donné, on a pu imaginer un seul instant qu'elle pourrait être, elle, ou les enfants qu'elle accompagnait, un quelconque sujet de sécurité pour l'ensemble des voyageurs. Vous le savez, vous avez interrogé, vous, sur votre plateau, l'un des passagers. Nous avons récupéré 2 autres témoignages d'autres passagers qui sont venus à nous spontanément pour nous dire il ne s'est rien passé. Les enfants étaient courtois, étaient polis, et ils étaient dans le calme. Ça bavardait un peu, mais pas de chahutage. Nous n'avons rien remarqué, absolument rien. Personne n'a été vu en train de manipuler encore une fois, je le précise, du matériel de sécurité. Personne n'a été vu en train de chahuter sur les hôtesses ou les stewards. Personne n'a été vu en train de brailler à tue-tête. Ce n'était pas ça. Donc, il va falloir véritablement que la vérité éclate dans cette affaire. La seule explication rationnelle, ça a été peut-être... ça s'est imposé comme une évidence très rapidement à la jeune monitrice et aux enfants aussi qui nous l'ont dit. Ils ne nous aiment pas parce qu'on est juifs, tout simplement. Le premier communiqué, souvenez-vous, vous étiez à mes côtés de Vueling, est très violent. Hein. Il décrit des scènes et c'est absolument pas du tout la réalité. Vous avez contacté Vueling, Régine Delfour. Est-ce qu'ils sont dans le même couloir de nage depuis le départ avec ces 2 communiqués? Est-ce que les choses bougent ou pas? Oui, je les ai contactés puisque il est normal que je les contacte juste avant votre métier de journaliste. Avant de passer à l'antenne sur ce sujet. Donc je leur ai dit on va ouvrir sur encore l'affaire Vueling. Donc quels sont les derniers éléments que vous possédez? Ils sont toujours dans ces communiqués sur l'atteinte à la sécurité. Hein, ils ont un témoignage, donc un témoignage anonyme. Ils peuvent pas nous donner. Ils m'ont donné la transcription. Alors ce qui n'est pas mis dans tous les sons que j'ai sélectionnés, parce que je ne peux pas tout mettre sur 15 minutes d'interview, c'est que les 44 enfants et les 8 moniteurs étaient à l'arrière de l'avion. Eh bien, lui, ce passager était à l'avant. Donc voilà, le témoignage d'un passager qui était à l'avant. Et donc, il a dû... Je ne sais pas, il a réussi à tout voir, lui, de l'avant. Donc, on est là-dessus. On est sur toujours un risque de sécurité pour les passagers. Et ils en sont quand même à leur 5e communiqué, hein, il me semble, depuis le début de l'affaire. Donc, non, je pense que là, ils patinent un peu dans leur communication, dans leur justification. Il y a quand même dans un des communiqués qui était très important, c'est que quand il y a eu la divulgation de l'identité du pilote qui a été sur les réseaux sociaux, ils ont dit qu'ils n'appréciaient pas que cela soit fait. Ça, c'était quelque chose qui nous a fait sourire. Le personnage central, le personnage central, c'est le pilote. Alors, c'est lui qui donne le go. Il réagit par rapport aux informations que vont lui donner l'hôtesse et le steward. Et on sait qu'ils ont été très agressifs dès le début. Et là aussi, on a un enregistrement vidéo de la manière dont ils vont demander aux gamins
de se taire, celui qui va lancer son premier cri. Donc on les entend et on voit que c'est quand même très virulent dans leur manière de s'exprimer à l'encontre d'un enfant de 11 ans ou 12 ans. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que c'est que ce passager qui est au premier rang? Parce que le témoignage, il est sorti, donc on y a eu accès nous aussi. Ce témoin est capable, en étant à l'intérieur de l'avion, d'entendre l'échange qu'aurait eu la jeune femme avec la Guardia Civile au moment où elle est à l'extérieur de l'avion. Un des gamins m'a dit, mais c'est Superman, il voit à travers les murs et il entend à travers les murs aussi. C'est à peu près ça. Et c'est vrai que ça manque de crédibilité, ça manque terriblement de crédibilité. Et puis un de mes confrères me faisait remarquer sur ce plateau, M. Bensoussan me disait, il y a une destruction de preuves manifeste. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la Guardia demande à ce qu'on efface les enregistrements qui ont été faits? C'est ça aussi qui est scandaleux. Joseph Touvenel, vous avez une... Oui, dans la communication de Vueling, alors ils insistent beaucoup sur la qualité du pilote. Oui, un pilote qui sait piloter, ça n'a rien d'étonnant. Mais par contre, il serait facile à Vueling, puisque dans tout ce qu'il y a dans les cockpits, toutes les conversations humaines dans le cockpit sont enregistrées. Toutes les conversations vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur sont enregistrées. Il serait quand même intéressant de savoir comment le commandant de bord, qui a l'autorité pour tout déclencher, s'est exprimé, comment l'équipage lui a donné des informations, lesquelles, et comment il s'est exprimé vis-à-vis de la Guardia Civile, d'avoir les enregistrements, puisqu'ils les ont. Et c'est curieux qu'ils les mettent pas, parce que leur thèse serait confortée dans ces cas-là, si la vérité c'était leur thèse. Et pour le moment, silence radio de Vueling sur ces enregistrements qu'il possède. Bien, Joaquin Melki, vous allez faire cette demande? On va faire cette demande, on va en faire quantité d'autres. Mais c'est vrai qu'au lieu de communiquer de cette manière, il suffisait simplement d'apporter des éléments. Bien sûr, il n'y a pas d'éléments. Si effectivement il y avait un si gros problème de sécurité, ça doit laisser des traces dans les procédures. Or pour l'instant, nous n'avons aucun élément, ni aucun début d'élément. Frédéric Lowe, je vous donne la parole dans quelques instants, mais Muriel Joaquin Melki, je ne vous ai pas posé la question comment vont les enfants, parce que vous êtes l'avocate d'un certain nombre, je ne vous ai pas posé la question, parce que là on parle de la directrice, mais comment vont les enfants? Vous savez, l'OGIE a mobilisé 15 de ses avocats sur ce dossier. On a organisé une réunion lundi qui a réuni à peu près une centaine de personnes, avec les parents, les enfants, les moniteurs. Donc on a échangé avec chacun des enfants. On a récupéré les témoignages de chacun d'entre eux. Et franchement, il y a une bonne partie. Alors, les maux de ventre, les insomnies, les j'ai peur de sortir. Il y a des répercussions sur l'état de santé physique et l'état de santé mental de ces enfants. Ce sont de jeunes enfants. C'est une colonie qui regroupe des enfants de 12 à 16-17 ans. Donc, encore une fois, je dis, il y a un impact énorme. Et il faut véritablement que le gouvernement espagnol prenne la mesure de la gravité de ce qui s'est passé. Ça s'est passé en Espagne, certes dans un avion à destination de la France, mais en Espagne, et les membres de la Guardia Civile relèvent de l'État espagnol. Donc c'est à eux de se positionner, c'est à eux de revenir vers nous pour, présenter des excuses et deux, nous dire exactement pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là. Régine Delfour. Oui, je voulais aussi ajouter que comme j'étais aussi allée aux deux aéroports quand il y a eu 3 avions en tout qui sont arrivés, dont à la veille, et j'ai pu garder des contacts avec les parents et des enfants, donc j'ai aussi pris des nouvelles pour savoir forcément comment ils allaient, comment allaient les parents. Donc, comme l'a dit Muriel, beaucoup de traumatisme, beaucoup d'angoisse. Et puis des parents qui sont extrêmement angoissés aussi. Il y a beaucoup de gens, des parents qui me disent, est-ce qu'on va aller en Israël, en fait? Est-ce qu'on va partir de France pour vivre en Israël? Et puis, il y a aussi des parents qui m'ont dit, on se demande si on va pas avoir nos qui vont être fichés dans les compagnies aériennes. Frédéric Lowe. Très vite. 2 mots rapides. 2 mots. Transparence, vous l'avez dit, absolue, et enquête. Ça a été dit également, il y a une traçabilité totale. Et c'est ce qui est quand même bizarre, c'est toutes ces vidéos qui ont été supprimées. Ça, c'est quelque chose de particulièrement suspect. Après, il y a 2 cas de figure. Où il y a eu une surréaction. Et là, il faut un processus de désescalade et être capable, comme dans la vie de tous les jours, de faire une marche arrière et de dire on s'excuse et puis on revient en arrière et ça va se traiter au contentieux différemment parce que ça va altérer l'image de la compagnie, une surréaction du pilote, une surréaction de la Guardia Civile. Ou alors, c'est plus grave. Si effectivement il y a un fond d'antisémitisme, ça pose aussi un problème de sécurité. Ça pose un problème de racisme, etc., mais même un problème de sécurité. Et ça serait absolument inadmissible. Donc on a besoin, et on peut le savoir très vite, transparence, enquête. Je vous propose de réécouter le premier témoignage de la directrice de cette colonie de vacances, témoignage très fort recueilli grâce à Régine Delfour par l'intermédiaire de Muriel Joaquin Melki. On arrive au port d'embarquement avec le groupe.
On rentre calmement dans l'avion. Les enfants sont relativement calmes. Ils disent d'ailleurs bonjour au personnel de bord qui ne répondent pas. Donc dès le début, l'ambiance était un peu bizarre, on va dire. On s'installe. On n'était ni les premiers ni les derniers à rentrer dans l'avion, donc tout le monde s'installait un peu en même temps. Et à un moment, durant l'installation, il y a un enfant du coup qui écrit un mot en hébreu. De là, le steward intervient directement. Et on va dire qu'il a fait un peu peur à tout le monde quand même, parce que son intervention a été assez violente verbalement. Il a crié. Il y a un enfant à un moment qui s'est levé pour récupérer quelque chose dans son sac. L'avion était à l'arrêt. Le steward est passé, il l'a poussé. Il était debout, il s'est retrouvé assis, sans aucune raison. Il a poussé volontairement. Donc dès le début, on a senti une forme d'agressivité de la part de tout l'équipage. Pour nous, c'est de l'antisémitisme. À partir du moment où un gros groupe qui arrive avec des signes significatifs, que ce soit des kippots, que ce soit des Magen David autour du cou, nos bagages qui sont étiquetés avec l'étiquette du club Kinneret, qui comporte une étoile à 6 branches. 30 témoignages très forts, exclusifs sur CNews et sur Europe 1, c'est l'actualité du soir. La directrice de cette colonie de vacances s'exprime pour la toute première fois. Sabrina Medjamer, c'est terrible ce témoignage, hein. Lourd de conséquences évidemment, et on attend vraiment une réaction de Vueling. Et on voit que visiblement, ils restent sur leur position. Régine Delfour les a eus aujourd'hui, sachant qu'on allait diffuser en exclusivité ce témoignage. Alors on va essayer de canaliser ses émotions et sa colère, et puis on va s'exprimer intelligemment. Alors la première des choses qui me frappe, c'est le fait que cette femme parle à visage couvert. On ne voit pas qui elle est. C'est-à-dire qu'on invisibilise une personne qui est victime d'une attaque au sens physique et au sens psychologique, d'une attaque antisémite par une prérogative de l'État, hein, la Guardia Civile. D'autant plus quand on connaît l'historique de ce qu'est la Guardia Civile, c'est le régime c'était l'outil régalien de Franco. Donc il y a quand même quelque chose d'une violence absolument inouïe dans ne serait-ce que la sémiologie, la présentation du témoignage. Ensuite, lorsqu'on l'écoute et qu'elle dit dites por favor, c'est donc au moment où elle s'agenouille que là elle doit demander s'il vous plaît. Donc c'est au moment où sa dignité, son corps est terrassé au sens propre comme au sens figuré sur le sol, qu'il lui demande de dire s'il vous plaît. Donc il l'achève sur le plan de la symbolique. C'est vrai. En fait, c'est elle qui dit à un moment donné et por favor, parce qu'il la serre. Oui. Et c'est là où c'est là où en fait il lui dit maintenant tu me dis por favor, tu me demandes s'il te plaît. Voilà. Donc mais il y a quand même il y a une formulation. Voilà, il y a quand même une sémantique qui est utilisée pour souiller davantage cette femme au nom de cet antisémitisme, qui s'est enraciné dans le tissu social, qui s'est enraciné dans les quartiers, qui s'est enraciné dans les familles, qui s'est érigé à travers les drapeaux politiques. Et aujourd'hui, nous assistons, il y a des juristes autour du plateau. Vous savez, il y a toute une historicité sur la présomption d'innocence, la présomption de culpabilité. Eh bien, cet antisémitisme du XXIe siècle a accouché d'une présomption de génocide. C'est-à-dire que chaque juif sur cette terre est considéré comme un génocidaire, et au nom de cette filiation au génocide, on doit le terrasser, on doit l'attaquer, on doit le souiller, on doit l'humilier, on doit le rabaisser. C'est d'une déshumanisation, je suis absolument vraiment, pardon, je parle à chaud parce que je viens de voir ce reportage, je suis choquée. Et je rajoute une chose, les mêmes qui nous parlent du pas d'amalgame entre les islamistes et les musulmans modérés lorsqu'il y a des attentats sont les mêmes qui amalgament tous les juifs et qui les considèrent comme un bloc monolithique, incapable de séparer le français de confession juive ou le juif de n'importe quel endroit sur terre qui est en mesure de critiquer Netanyahou ou qui est en accord avec Netanyahou. Donc pour les juifs, il n'y a pas de nuance, c'est un bloc monolithique. Il est malheureusement le fruit d'une accusation de génocide, peu importe l'endroit où il se trouve, et à ce titre, il a le droit à une maltraitance légitime au nom d'un homme. Mais je suis choquée. On mesure votre révolte et votre colère, et on l'entend. En tant que Française,
d'origine algérienne, d'origine... J'apporte tout mon soutien, et je ne cesserai de le dire, aux Français de confession juive et aux Juifs qui subissent au jour le jour cet antisémitisme monstrueux, qu'il se manifeste dans les avions, qu'il se manifeste dans les rues, qu'il se manifeste dans les synagogues, qu'il se manifeste dans les écoles. On doit mettre fin à cela. Ce n'est plus possible de vivre dans ce climat anxieux. Vraiment, ce n'est plus possible. Muriel Wakin-Melki. Ah ouais, ce sont des mots très forts. Merci, Sabrina. Non, mais... Alors, effectivement, il y a une question qui a été posée à ce groupe, et notamment à la jeune monitrice. Ensuite, on lui a demandé s'il y avait des enfants israéliens. On savait qu'il y avait apparemment des enfants israéliens, franco-israéliens dans la colonie. Et donc, il lui a été demandé de contacter l'ambassade d'Israël. Et elle a dit, mais je ne vais pas contacter l'ambassade d'Israël, je vais contacter l'ambassade de France. Ce sont des enfants français, ils voyagent tous avec un passeport, une pièce d'identité française. Donc, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire qu'il y a cette première question qui arrive et qui est totalement incongrue. Et puis, il y a, je vous le rappelle, la position du ministre des Transports espagnol qui vient parler, en parlant des enfants de cette colonie, il vient les taxer d'être des morveux israéliens. Ce sont ces termes. Hein. Et on voit bien à ce moment-là cet amalgame qui est fait. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on pose ce terrible constat et ce terrible diagnostic que cette affaire est une affaire d'antisémitisme et que c'est une affaire très grave, très très grave. Moi, je suis absolument scandalisée de la manière dont Vueling gère cet incident terrible. Et surtout, je m'interroge, qui aujourd'hui va vouloir voler avec cette compagnie ? Qui va envoyer ses enfants en colonie en empruntant cette compagnie ? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui garantit que ça ne se reproduira pas ? Qu'est-ce qui garantit ça ? Et puis enfin, on a fait beaucoup de recherches. On a fait beaucoup de recherches pour savoir si on avait déjà eu des cas où des colonies avaient été expulsées, soit d'un train, soit d'un avion, et nous n'avons rien trouvé en ce sens. Absolument rien. On a bien trouvé l'expulsion de 150 passagers à bord d'un vol vers les pays de l'Est qui était opéré par la Lufthansa. 150 passagers juifs ont été expulsés d'un avion. Et ça a donné lieu à une amende de 4 millions de dollars. Que ça fasse réfléchir Vueling sur la suite. Ce serait bien. Alain Bensoussan, je ne vous ai pas donné la parole sur le sujet. Merci Thierry. 3 éléments. La première, on voit une arrestation qui est en fait une agression. Et premier élément d'incompréhension technique, dans un premier temps, mettre toute la charge émotionnelle qu'il y a. Si on regarde cela avec un peu de distance à un acte qui est un acte de barbarie, a priori, qui va terminer, à mon avis, comme un acte de barbarie. En tout cas, quand on regarde tout de suite, on fait un zoom sur la première, on a une arrestation d'une jeune femme de 22 ans, sans armes, sans rien, et sur laquelle on la met à terre, asthmatique, et on lui met des menottes. Donc, il y a un premier élément de vision, c'est qu'est-ce que c'est cette arrestation ? C'est mobile, les risques pour les personnes, civil, les risques pour les passagers, les risques pour l'équipage. Donc, pourquoi une arrestation et avec une telle agressivité sur le dos avec des menottes ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans toutes les cellules de crise, pour en faire quelques-unes, c'est pas facile de communiquer. Mais il faut sortir, pour prendre, Thierry, votre image, sortir du couloir de nage. Bah oui. Le couloir de nage, au départ, c'est un pilote de talent, et tant mieux, un pilote et donc des enregistrements qui sont à la disposition, bien évidemment, de tous quand il y a un accident d'avion et qui sont donc ici à la disposition des personnes qui ont été débarquées. Il y a une légitimité à débarquer des gens, à les expulser d'un avion. C'est le deuxième acte d'agressivité et de barbarie. Et pour cela, il y a un enregistrement qui permettrait de savoir si effectivement on a dit que c'était des terroristes. On aurait dit que c'était des gens qui étaient en situation d'agression des autres passagers. Pour qu'il y ait une agression d'arrestation, il faut qu'il y ait nécessairement des mobiles qui sont à ce niveau-là. Et ces mobiles, ils ont pu exister vis-à-vis de la garde civile que si on leur a communiqué de fausses informations. C'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, ces enregistrements, ils sont à demander par, bien évidemment, le gouvernement espagnol, le gouvernement français, bien évidemment les victimes et aussi le procureur de la République, parce que c'est des éléments clés qui permettront de faire la différence entre
des enfants de colonies de vacances et une agression d'une personne de 22 ans.